Une semaine après le début de ses travaux, la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU a commencé ses débats à New York. Les 193 pays membres vont s'exprimer à la tribune pendant une semaine. De son côté, avec ses 54 États membres et ses 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique représente 25% des membres de l'ONU, l'Afrique et les Nations Unies. On en parle avec Karim Lebourg. Bonsoir, vous avez été correspondant à l'ONU pour TV5 Monde. Vous en avez fait une BD avec Aude Massot, une saison à l'ONU au cœur de la diplomatie mondiale. Je voulais commencer, Karim, par écouter un des discours de chef d'État qui a marqué l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était Thomas Sankara en octobre 84 et on revient vers vous. Parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du grand peuple des déshérités, ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement baptisé tiers-monde, et dire, même si je n'arrive pas à le faire, comprendre les raisons que nous avons de nous révolter. Tout cela dénotant l'intérêt que nous portons à l'ONU. Les exigences de nos droits y prenant la vigueur et la rigueur de la claire conscience de nos devoirs. Nul ne s'étonnera de nous voir associer l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, à ce fourre-tout méprisé. Le tiers-monde que les autres mondes ont inventé au moment des indépendances formelles pour mieux assurer notre aliénation intellectuelle, culturelle, économique et politique. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantoschisme. Gloire éternelle aux peuples qui luttent pour leur liberté, gloire éternelle aux peuples qui décident de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle au peuple d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Voilà, un discours toujours d'actualité sur le continent qu'on n'entend plus en revanche à la tribune des Nations Unies, Karim. Alors, c'est intéressant cet extrait de Sankara parce que ça montre bien que la tribune de l'ONU, elle reste quand même un endroit où l'histoire diplomatique s'écrit. Où est-ce que Thomas Sankara aurait pu faire cette déclaration si ce n'est à la tribune de l'ONU? Alors c'est vrai que l'Afrique est sous-représentée à l'ONU en termes au Conseil de sécurité par exemple, mais elle est surreprésentée au nombre de dossiers que gère l'ONU. Au quotidien, l'Afrique, ça représente à peu près 70-80% des dossiers dont discute l'ONU, dont débat l'ONU, que ce soit la MONUSCO en RDC, que ce soit les missions de maintien de la paix en Somalie, en Centrafrique, etc. Et pourtant, il n'y a que 2 membres non permanents du Conseil de sécurité à l'ONU. Actuellement, c'est le Niger et le Kenya, bientôt rejoints par le Gabon à partir de janvier. C'est très peu pour un continent comme l'Afrique. Et il y a un vrai débat pour savoir si la représentation de l'Afrique doit s'élargir et surtout si elle doit devenir permanente. Ça, c'est un débat qui n'a toujours pas été tranché aux Nations Unies. Alors, à quoi servent exactement ces assemblées générales ? L'Assemblée générale de l'ONU, c'est un petit peu le festival de Cannes de la diplomatie mondiale. C'est comme ça qu'on l'a traité dans une saison à l'ONU, dans cette BD. Alors, c'est le moment de l'année où tous les chefs d'État de la planète se réunissent au même endroit. C'est l'occasion d'énormément de tractations, de réunions en coulisses, de diplomatie qui se passe dans les couloirs de l'ONU et en dehors de cette Assemblée générale. C'est l'occasion de lancer parfois des grands sommets, des grandes initiatives, comme ça a pu être le cas par exemple pour l'accord sur les armes chimiques en Syrie. Et puis c'est aussi l'occasion pour des petits pays qui n'ont pas forcément toujours la possibilité de parler avec les chefs d'État des grandes puissances en personne, eh bien de les rencontrer, de faire passer un message et puis d'avoir cet accès à la tribune de l'ONU, comme on l'a vu avec Thomas Sankara, mais il y a aussi eu beaucoup d'autres discours qui ont marqué l'histoire des Nations Unies. On se rappelle de Yasser Arafat, on pense évidemment à Muammar Kadhafi, etc. Et donc c'est un moment de diplomatie mondiale qui ne se passe en fait qu'une fois par an. Il n'y a pas d'autres forums. Il y a le G7, mais ça concerne certaines nations. Il y a le G20, c'est encore une fois assez limité. L'ONU, c'est vraiment le seul endroit où tous les pays de la planète peuvent être représentés et ont droit au même temps de parole à la tribune des Nations Unies. Mais est-ce que l'histoire a prouvé que les dirigeants africains ont été écoutés par les pays dits puissants lors de ces grands raouts? C'est difficile à dire.
ce sont avant tout des discours, c'est vrai, mais ce sont aussi des moments qui sont l'occasion pour certains pays de donner le ton, voire même de hausser le ton. On se souvient des grandes envolées lyriques de Mouammar Kadhafi à la tribune de l'ONU avec ses discours qui pouvaient durer parfois plusieurs heures. Une anecdote qui a été marquante, c'était qu'un traducteur des Nations Unies qui s'était effondré pendant un discours de Mouammar Kadhafi parce qu'il n'arrivait plus à traduire et qu'il n'arrivait plus à tenir le rythme. Donc, mais ça reste un forum inégalé sur la scène mondiale. Alors justement, on va écouter Mouammar Kadhafi lors d'un de ses discours longs, comme vous dites. C'était en septembre 2009. Écoutez. C'est donc pour s'ingérer dans les affaires de tel ou tel État, alors qu'il s'agit d'affaires internes de tel ou tel État. Nul n'a le droit de s'y ingérer. Que ce régime soit démocratique, dictatorial, socialiste, capitaliste, réactionnaire, progressiste. Voilà, l'ingérence, c'est ce que dénonçait Mouammar Kadhafi. Depuis sa mort, la Libye a du mal à se relever, empêtrée dans les conflits. Pourtant, l'objectif premier des Nations Unies au moment de leur création, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, était de prévenir les conflits armés, les violences. Est-ce que l'ONU n'est pas finalement une éternelle utopie ? Vous avez vu que Mouammar Kadhafi avait en main la charte des Nations Unies qu'il a ostensiblement jetée. Il y a toujours cette opposition aux Nations Unies encore aujourd'hui entre les interventionnistes et les souverainistes. Et Mouammar Kadhafi fait évidemment partie des souverainistes, de ceux qui pensent qu'on ne peut pas intervenir dans les affaires intérieures d'un autre État. Je crois que l'une des grosses erreurs que l'on fait quand on parle de l'ONU, c'est de la considérer comme un gouvernement mondial. Or, ce n'est pas un gouvernement mondial, ce n'est pas une organisation qui peut agir comme elle le souhaite sur tel ou tel conflit. C'est une collection d'États, certains États avec plus de pouvoir que les autres, et l'ONU ne peut appliquer que ce que les États membres décident de faire ou l'autorisent à faire. Il y a donc des dossiers sur lesquels les grandes puissances, que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, parfois la France ou la Grande-Bretagne, vont refuser d'agir. C'est le conflit israélo-palestinien, c'est le Tibet, ce sont les Ouïghours pour la Chine, etc., etc. C'est la Syrie pour la Russie. Donc sur ces conflits-là, il n'y aura aucune possibilité d'action pour les Nations Unies. Mais ça n'empêche que l'ONU reste la seule organisation capable d'organiser, par exemple, des secours humanitaires à grande échelle. C'est la seule à avoir les moyens pour apporter de l'aide humanitaire dans des endroits de la planète où l'aide humanitaire ne passe pas. Et aujourd'hui, par exemple, en Afghanistan, en Éthiopie, il n'y a que l'ONU pour tenter d'apporter de l'aide humanitaire dans ces pays qui sont en conflit. Donc ça reste une institution indispensable, même si évidemment elle est très imparfaite. Alors, autre chef d'État qui a marqué les esprits, c'est Robert Mugabe, c'était en septembre 2017. Pour nous, en Afrique, le système archaïque actuel perpétue une injustice historique qui ne peut plus être justifiée aujourd'hui. C'est pour cette raison que je réitère le soutien indéfectible de mon pays à la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité, communément appelé le consensus des Ezulwini. Voilà, le consensus des Ezulwini, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, hein, c'est l'Union africaine qui demande pour l'Afrique 2 nouveaux sièges permanents avec droit de veto et 2 sièges non permanents. Cette réforme de l'ONU, quand même, est-ce que c'est un combat perdu d'avance ou il existe quand même une oreille attentive à l'ONU quant à cette requête, d'après vous, vos pèlerinations dans les coulisses de l'ONU ? C'est un serpent de mer. Cela fait 20 ans à peu près qu'on parle de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a plusieurs groupes qui se sont créés avec chacun des idées différentes sur ce que devrait être cette réforme. Tout est bloqué par le fait qu'aucun des groupes de pays ne veut s'accorder sur quelle réforme
doit être possible. Est-ce que ces nouveaux sièges permanents doivent avoir un droit de veto ou on abandonne le droit de veto? Vous avez des pays comme la Corée qui ne veulent pas que le Japon ait un siège permanent. Vous avez des pays comme l'Argentine et le Mexique qui ne veulent pas que le Brésil, leur rival, ait un siège permanent. Quand on parle de l'Afrique, qui devrait avoir un siège permanent? Est-ce qu'il s'agit de l'Afrique du Sud, le géant diplomatique du continent? Est-ce qu'il s'agit du Nigeria, qui est le pays le plus peuplé? Est-ce qu'il faut que ce soit l'Éthiopie? Est-ce qu'il faut que ce soit l'Égypte? Qui devrait avoir ce siège permanent? Là encore, les Africains ne sont pas forcément d'accord. Et c'est ce blocage qui dure maintenant depuis des décennies qui fait que finalement, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, eux, se satisfont relativement bien de cette situation et que ce statu quo perdure parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution acceptable par tous. Et on rappelle aussi que l'Afrique contribue à 0,01% au budget des Nations Unies en 2021 contre 25% pour les États-Unis. Karim Lebourg, merci, ancien correspondant à l'ONU pour TV5 Monde et co-auteur d'une BD avec Aude Massot, Une saison à l'ONU au cœur de la diplomatie mondiale aux éditions Stenkiss.